Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Instinct Outdoor. Cet épisode est un extrait de l'audio Et si on parlait trail diffusé en live le 28 juin. Et on a dans cet épisode Beñat Marmisol et Blandine Lirondelle qui répondront à nos questions sur la vie du trailer d'élite. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique aujourd'hui d'être trailer élite? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont toujours rêvé d'être? Quel est leur quotidien? Quels sont les dessous du trailer élite? Comment est-ce qu'il s'entraîne? Comment est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il vit une vie de moine? C'est toutes ces questions auxquelles Blandine et Beñat nous répondent, et il y a une deuxième partie qui concerne les effets de la chaleur et du réchauffement climatique. Et pour ça, on reçoit Pascal qui est assureur et Stéphane qui est le médecin de l'équipe de France de trail. Et ça, vous retrouverez ça dans une deuxième partie. Bonne écoute. Allez, bonsoir, bienvenue à tous sur ce nouveau live Et si on parlait trail? Ce soir, deux sujets encore qui sont vraiment d'actualité avec nos deux athlètes élites, Blandine Lirondelle et Beñat Marmisol. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu présent à l'invitation. Et on aura aussi un autre sujet où on va parler de la chaleur. Quels sont les enjeux pour les athlètes de pouvoir courir en toute sécurité? Quels sont les risques? Et aussi, quels sont les risques aussi pour les organisateurs? Quels sont les enjeux aussi pour les organisateurs? Et donc, pour répondre à toutes ces questions, on a Pascal qui est d'Assure Connect et Stéphane Bergzol qui est médecin urgentiste et aussi médecin pour l'équipe de France de trail notamment et l'équipe de France aussi de l'athlétisme. Voilà, alors j'espère que vous allez tous très très bien. La première question que j'aimerais vous poser, on va commencer par le sujet donc, des athlètes élites. Est-ce que pour vous, ça a toujours été un souhait de devenir athlète élite, et quelles sont les choses auxquelles vous ne vous attendiez pas en le devenant? Blandine, tu peux commencer, honneur aux dames. Bon, moi, je vais un petit peu bousculer les codes pour répondre à ta question. Mais alors, moi, absolument pas. J'ai jamais voulu être athlète élite. Enfin, en tout cas, de mon enfance, j'ai jamais voulu faire du sport. Ma profession. Enfin, je connaissais même pas ça quand j'étais petite. Je faisais une activité physique comme beaucoup d'enfants, enfin comme tous les enfants. Mais voilà, j'ai jamais rêvé, j'ai jamais pensé que le sport deviendrait une partie aussi importante dans ma vie. Donc ça n'a jamais, en tout cas de toute ma jeunesse, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. J'ai découvert après le sport à l'âge de 25 ans et le haut niveau à peu près 4 ans plus tard, donc à l'âge de 29 ans. Et à ce moment-là, effectivement, je suis devenue athlète élite. Et là, la question s'est posée en pleine dans mes études de médecine. Il me restait encore 2 ans pour les finir et ensuite pour commencer à travailler en tant que médecin. Chose que j'ai faite, j'ai fini mon internat, j'ai passé ma thèse, j'ai commencé 1 an, 2 ans à faire médecin à temps plein et à essayer de jongler avec ma vie d'athlète élite de haut niveau. Et puis à ce moment-là, au bout de 2 ans, j'ai fait un petit surmenage. J'aime pas dire le mot burn-out parce que c'est gros. Il m'a pas fallu longtemps pour m'en remettre, mais voilà, je me suis rendu compte que j'avais du mal à concilier les deux, le métier de médecin gynécologue à temps plein et aussi la vie d'un athlète de haut niveau en trail qui demande quand même beaucoup de temps d'entraînement, de récupération et d'engagement mental. Et donc c'est à ce moment-là où effectivement j'ai eu le choix de consacrer un petit peu plus ma vie au sport. Et là à ce moment-là le choix j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et de changer un petit peu ma vie. Mais c'est pas quelque chose que j'avais décidé depuis toute jeune. Mais là ça fait 2-3 ans que j'ai ce rythme de vie et j'en suis tout à fait heureuse et épanouie avec une vie équilibrée comme ça. C'est sûr que mener de front la vie de médecin avec à plein temps, plus on sait que le rythme d'entraînement pour arriver à un niveau élite est quand même important. Il y a eu des choses comme ça, comme je demandais si tu t'y attendais pas, que ça allait être aussi dur, aussi intense. Il y a des versants que tu as découvert en fait au fur et à mesure. Au niveau de l'entraînement, tu veux dire, au niveau Au niveau de la vie en général.
En fait, ça se fait. Et puis, c'est vrai que moi, je vous dis ça là. Regardez, il y a maintenant 2 semaines, la nouvelle championne du monde, elle vit toujours une vie de médecin du sport à temps plein et elle arrive à concilier les entraînements. Mais moi, c'est juste que il y a un moment où je n'arrivais plus à prendre de plaisir ni dans l'un ni dans l'autre. C'est-à-dire que je me levais le matin pour aller travailler les pieds traînants et quand je devais avoir l'entraînement, j'avais la boule au ventre, j'avais pas envie d'y aller. Ça s'est fait, hein, je l'ai fait pendant 2 ans et je l'ai fait. Sauf qu'il y a un moment où j'avais plus envie je, en fait, j'aurais sûrement pu continuer comme ça, mais c'est-à-dire que j'avais envie d'un certain confort de vie. J'avais envie de pouvoir récupérer, de pouvoir me reposer quand je le voulais. J'en avais marre de calculer où est-ce que j'allais pouvoir caser telle séance. Soit est-ce que je le fais le matin à jeun avant d'aller m'entraîner, soit je le fais le soir en rentrant du boulot. Mais bon, c'est jamais vraiment à quelle heure on finit. Je me doutais que euh, je savais que c'était dur, mais je pensais pas que que je tiendrais entre guillemets si peu de temps. Après, j'ai aussi la chance de faire un métier aussi qui me permet d'alléger. Médecin, on peut faire des remplats, on peut travailler moins. On n'a pas des contrats fixes à travailler des 35 heures semaine. Donc c'est vrai que c'est aussi l'avantage. C'est aussi un métier qui m'a permis de faire un petit peu à ma sauce comme ça. Hmm. Et alors toi, Benyat, du coup, qui nous parle en ce moment des États-Unis, hein, merci beaucoup d'ailleurs de t'être rendu encore une fois disponible chez toi. Il est le matin. Est-ce que la vie d'athlète élite, c'est quelque chose dont tu as toujours rêvé ou comment ça s'est passé pour toi? Alors non, absolument pas. Le début, c'est exactement comme a dit Blandine pour moi. Moi, j'ai fait du sport co quand j'étais jeune. Je n'ai jamais imaginé devenir un athlète élite. Et après, c'est au fil des années, au fil des compétitions, au fil des résultats, ben, tu te rends compte que de toute façon, si tu veux performer à haut niveau, c'est très compliqué de concilier une vie professionnelle et une vie d'athlète. Parce que comme la Blandine a tout clairement expliqué, entre le volume des entraînements, surtout, et moi je me rends compte encore plus maintenant que je suis passé sur du format ultra trail. Tu vois, quand j'ai fait pas mal d'années du format skyrunning, encore, je vais dire, tu peux arriver à jongler, bien que c'est compliqué, mais tu peux quand même arriver un petit peu à faire les deux. Mais aujourd'hui, sur des distances aussi longues que je fais, mais c'est impossible. S'il faut travailler, s'il faut aller au travail, et en plus, moi, je faisais des équipes, mais tu es complètement cuit, tu es fatigué. Donc, soit tu es inefficace dans ton travail, et à la limite, aux entraînements, tu vas limiter parce qu'au travail, tu fais n'importe quoi ou tu le fais pas bien, ou soit tu peux pas t'entraîner ou si tu fais de la randonnée parce que tu seras trop fatigué pour pouvoir courir et pour pouvoir assurer dans ton travail. Mais ton travail, c'est ce qui te nourrit. Donc, quand tu as un employeur, tu te dois de faire bien les choses et de respecter les codes. C'est normal. Donc, moi, j'ai dû faire un choix qui est très, très difficile parce que quand tu te dis, je vais me lancer athlète, enfin, quand je veux devenir professionnel ou je veux arrêter de travailler pour performer dans ce que je fais. Ouais, mais c'est qui te remplit le caddie et c'est qui te paye les courses, hein? Là, c'est compliqué, tu vois. Et je pense que beaucoup d'athlètes, on est dans cette même situation. Donc non, je ne pensais pas un jour, jamais je n'imaginais. Par contre, aujourd'hui, ben voilà, moi, je vis un rêve d'enfant et je suis loin d'être un enfant puisque j'ai quand même un âge bien avancé, mais c'est merveilleux. Je veux le croquer pleinement parce que je pense que ça arrive une fois dans sa vie, comme on dit, et c'est merveilleux. Donc, j'essaye de mettre tout en place et tout en œuvre pour réaliser, entre guillemets, mon rêve, qui n'était pas un rêve d'enfant, mais qu'il est devenu au fil des années, comme je vous l'ai dit. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, je ferai le maximum pour que ça dure le plus longtemps possible, parce que c'est fantastique. Ce que je vis, c'est unique. Rémi, si tu veux, je te laisse. Ouais, tout à fait. Mais c'est quoi, du coup, une semaine type
d'un coureur, alors d'un trailer de haut niveau, c'est quoi une semaine type si vous deviez dire combien d'heures d'entraînement, les à côté, si on fait attention à ce qu'on mange, tu vois, vraiment rentrer dans le détail d'une vie de trailer de haut niveau, c'est pas de soirée, c'est vraiment tout à l'entraînement, à la nourriture, faire gaffe à tout, c'est. Je sais pas. Ouais, bah alors moi non, absolument. Alors déjà, c'est difficile de dire une semaine type. Il y a jamais de semaine type. Hein. Entre l'approche des compétitions, enfin voilà, entre l'hiver, l'été. Enfin, je peux pas vous dire de combien d'heures d'entraînement je fais. Là, j'ai fait pendant 3 semaines. Là, ça fait peut-être 2 mois que j'ai absolument rien de concret parce que avant les championnats du monde, j'ai essayé de bricoler avec une petite blessure en essayant de diminuer la charge, etc. Là, du coup, après les championnats du monde, je ne cours plus du tout. Il n'y a pas vraiment de jour type d'entraînement. Ça va mieux, ouais. Je fais tout pour guérir, c'est-à-dire le moins possible en course à pied, mais voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que je trouve que j'ai fait une grosse introspection sur moi-même et je me suis demandé je pense que j'ai, par exemple là, voilà, j'ai une petite blessure au niveau du pied, qui à mon avis c'était juste un signal du corps qui disait peut-être un petit peu stop, parce que depuis que j'ai justement diminué mon activité professionnelle, j'ai beaucoup orienté ma vie autour du sport, et je pense que je l'ai fait trop. C'est-à-dire que oui, effectivement, j'essayais de me coucher pas trop tard. J'essayais de faire un peu attention à ce que je mangeais. Après, j'ai toujours été une bonne vivante, mais oui, je faisais plus des soirées à faire la bringue comme je le faisais en médecine, ou même au tout début où je faisais du trail, à me coucher à 4 heures du mat, à me lever à 8 et puis à enchaîner le lendemain, quoi. Donc même si je fais pas vraiment attention et que je m'accorde quand même de temps à autre un verre de vin, ou de bière avec du saucisson. Cela dit, je fais quand même, j'essayais quand même de faire attention. Il y avait des choses que je faisais moins, d'aller sortir avec des amis, d'aller au ciné, etc. Enfin, voilà, c'est vrai que je faisais un peu moins gaffe à tout ça, et finalement là, je me dis que j'en ai besoin en fait de tout ça. Là, du coup, j'ai coupé avec la course à pied et ça m'a fait vraiment du bien. Voilà, en plus c'est l'été, les soirées reprennent, les événements de musique, de concerts, etc. en ville reprennent, et en fait ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc tu vois, je pense que tu me poses cette question-là à un moment où je pense que je vais plutôt un peu changer d'axe, et maintenant, voilà, je vais arrêter je vais pas dire que je me privais, mais si j'ai envie de faire quelque chose et que c'est peut-être pas forcément bien parce que demain j'ai entraînement, voilà, je pense que je m'accorderai ça, parce que finalement, au niveau mental, quand il y a trop de charges, il y a un moment où on dit, enfin, où si on profite plus autant de la vie, est-ce que vraiment ça vaut le coup, tout ce qu'on fait pour le sport. Je sais plus exactement c'était quoi ta question, je crois que je suis en train de me perdre, mais non, moi je me considère pas, en tout cas, c'est vrai que je côtoie beaucoup d'athlètes de haut niveau, je leur tire mon chapeau, franchement, tous les efforts c'est des efforts et des pour moi, c'est beaucoup de contraintes et qu'ils font pour arriver à un niveau, à leur meilleur niveau. Mais moi, je leur tire mon chapeau parce que je crois que j'ai pas la force de faire ça, et j'ai envie aussi de m'accorder des choses qui sont pas forcément sur papier le meilleur pour atteindre sa meilleure performance. Sur le papier, j'ai envie de dire, parce que je pense que moi j'ai besoin de ça aussi. Moi, en tant que comme je le dis, j'ai pas été baignée là-dedans. Je suis pas tellement venue au sport. On va dire un peu que c'est le sport qui est venu à moi, et j'ai besoin de cet équilibre. Mais je pense que chacun doit avoir des rythmes de vie un petit peu différents, et je trouve ça très respectueux ceux qui se mettent beaucoup qui ont leur rythme très réglé, et qui font vraiment attention à tout ce qu'ils font pour atteindre leur niveau d'excellence, et voilà, c'est tout aussi remarquable. Et du coup, une question qui s'enchaîne, est-ce que tu as, comme tu es quand même la meilleure dans ton domaine, on va dire, dans le trail actuellement, est-ce que tu as beaucoup de sollicitations? Tu sais, comme là pour l'émission, on t'a demandé, tu as répondu, et c'est vraiment gentil.
Est-ce que tu as beaucoup de gens qui sans cesse te sollicitent pour plein de diverses raisons, tu vois? Est-ce que comparé à un champion, parce que tu es quand même, comme je dis, le haut niveau dans ton sport, on peut imaginer, tu sais, un footballeur, un volleyeur, un handballeur qui sont hyper sollicités. Toi, par rapport à ça, est-ce que ça c'est vraiment prenant, tu vois, dans ta vie de tous les jours? Ouais, bah écoute, je trouve que oui, alors on peut pas comparer avec un footballeur parce Oui, que ils ont j'imagine. tous des community managers et je pense qu'ils voient même pas les messages passer et tout le monde file, donc ça c'est une charge mentale en moins. Et alors eux c'est fois 1000 de ce que nous on reçoit, mais en tout cas pour notre petit, j'ai envie de dire petit niveau, parce que je suis pas non plus la grande, enfin la meilleure. Comme Ah, tu quand peux même. dire, il y a des, il y en a d'autres qui doivent être beaucoup plus sollicités, une beaucoup plus grosse notoriété. Mais en tout cas, et puis on a un sport un peu jeune, alors qui est effectivement très pratiqué, mais peut-être moins suivi que certains autres sports. Et je trouve quand même qu'il y a beaucoup de sollicitations en tout cas selon moi. C'est vrai que moi je suis assez enfin, je trouve que toutes ces choses-là, moi, quand je fais quelque chose, j'ai toujours envie de le faire bien. Donc, c'est vrai que si on m'appelle pour faire un podcast, il faut vraiment que je sois vraiment disponible, bon, là, en l'occurrence, c'était un petit peu compliqué, mais voilà, j'ai envie de faire les choses bien j'ai pas envie de décevoir, j'ai envie de dire des choses pertinentes, donc faut que le sujet m'intéresse, etc. Et c'est souvent un peu une charge mentale. Donc, je trouve qu'on a quand même pas mal de sollicitations et ça, oui, finalement, quand on est athlète élite, comme vous dites, ou de niveau, c'est aussi quelque chose à prendre en compte qui peut nous prendre enfin peut-être pas autant de temps que l'entraînement, mais quand même du temps. Et ça, c'est aussi intéressant du coup de travailler moins, et d'avoir plus de temps pour aussi gérer ces sollicitations-là en l'occurrence et puis tout ce qui est réseaux sociaux. Alors ça, Oui, on va pas ouais. rentrer là-dedans parce que ça peut être très 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 long, mais en tout cas de nos jours, si on veut être athlète élite et en vivre un petit peu ou avoir un petit peu de retombées, on est obligé de tomber là-dedans et ça peut être vraiment très néfaste. C'est bien les réseaux sociaux, mais c'est vraiment un double tranchant et ça aussi, il faut vraiment savoir bien gérer et savoir aussi parfois avoir du recul par rapport à ça. Qu'est-ce que t'en penses, Benat, toi, de ça, du coup? Moi, Benyat, j'ai une petite anecdote concernant son rituel d'avant-course. Je l'avais invité à La Réunion à une soirée juste avant. C'était le mardi juste avant. Il m'avait dit, écoute, François, je vais pas venir juste avant la diagonale, ça va pas ou quoi? On était le mardi avant, le départ était le vendredi. Et puis bon, bah, il a eu raison, je crois. Hein, Benyat, qu'est-ce que tu en penses de ça, du rituel d'avant-course et des contraintes que doit se poser un athlète élite? Oui, alors moi je pense que on peut mener une vie normale comme tous les gens, mais avec des restrictions, c'est-à-dire que tu peux manger de tout, mais en quantité extrêmement raisonnable. Tu peux faire une soirée, mais vraiment raisonnablement. Enfin, comme l'a dit Blandine, pardon, excusez-moi, on est des gens comme tous les autres. Hein. Benyat Marmisol, il est comme n'importe qui. Mais sauf que nous, on pratique un sport, on va pas se mentir, comme les cyclistes, on doit faire attention à notre poids. Et le moindre écart que tu vas faire, ou la moindre, comment dire, écart alimentaire, ou même en dette de sommeil, ou quoi que ce soit, quand le lendemain, il faut aller faire un entraînement un peu spécifique, où il faut se rentrer dedans, ou comme ça, je peux te dire que là, le corps, il te le fait vite comprendre et sentir. Donc, on est des gens comme tout le monde, bien sûr, mais après, moi, celui qui dit... Et celui qui veut me faire croire, ah mais non, moi je mange patati patata autant que je veux, je fais pas attention. Mais c'est pas vrai. Il faut pas se mentir. Arrêtons de mentir parce que ça c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Si tu manges 10 chocolatines tous les jours, tu vas voir ton estomac quand tu vas aller faire après un peu de vitesse ou n'importe quoi. Tu vois, il faut aussi dire la réalité des choses. Par contre, évidemment, si tu tombes dans une espèce de vie beaucoup trop rigide, mais ça te fait sauter le chapeau. Et le problème, c'est que ça atteint ton psychologique, parce qu'il faut quand même des soupapes. Et Blandine l'a très, très, très bien expliqué. Et ça, c'est important, ce qu'elle a dit tout à l'heure. À un moment donné, si tu mets un cadre trop rigide,
ben ouais, ça va tenir un certain temps. Mais sauf qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est ton équilibre mental qui va en être impacté de plein fouet. Et à un moment donné, eh ben, tu as les nerfs qui te prennent le dessus parce que tu es un peu trop fatigué ou je sais pas, quelque chose de la vie courante qui vient, enfin, je sais pas, tu vois, moi, mon exemple, je suis papa, il suffit que mon fils, voilà, il y a un souci à l'école ou quoi que ce soit, une contrariété qui n'est pas prévue, quelque chose qui arrive là, et bien si à ce moment-là, tu es un peu plus vulnérable, et bien mentalement, et bien tu as vite fait alors tu vas pas péter les plombs peut-être, mais d'être dans un moment c'est l'inverse de l'euphorie. Alors, je dirais pas dépressif, mais tu vois, ça, tu peux être très cafardeux et attention à tout ça, parce que tout ça, c'est lié avec justement cette hygiène de vie. Donc, oui, moi, je fais très attention. Comme tu l'as dit, François, l'histoire de la soirée où je t'avais dit, mais non, je ne peux pas venir. Mais je pense que c'est tout à fait normal, parce que derrière ça, il va y avoir à ce moment-là, dans cette soirée, des gros pics d'émotions, c'est-à-dire des gens vont venir te parler, tu vas avoir moi j'appelle ça des émotions, c'est-à-dire que tu vas avoir des moments où, je ne sais pas comment le qualifier, hein, si tu veux, mais sur des sujets qui vont être des fois un peu plus désagréables ou dérangeants que d'autres, où il va falloir faire face, d'autres où ça va aller. Et dès que tu auras fini ta soirée, que tu rentres à la maison, cette charge émotionnelle, il faut que ça retombe. Mais c'est pas évident à la faire retomber, tu vois. Il faut... Non, ça c'est compliqué. On est tous différents. Chaque être est différent, mais mentalement, tu vois, il y en a, moi j'ai des amis à moi, ou des proches, ou même dans ma famille, tu vois, ben, ils font ça, ils éteignent un interrupteur, ils vont dormir pendant 8 heures de temps non-stop, ou 10 heures de temps, tu vois. Et bien moi, c'est pas ça. Beignat Marmisol, il est cérébral, hein. Je peux te dire qu'il faut que je lise tous les jours 10-20 pages d'un livre. Il faut que j'essaye de couper mon téléphone assez de bonne heure, parce que voilà, je suis assez sensible à beaucoup de choses. Et voilà, il faut. Bon, quand tu commences à te connaître, après, tu essayes de mettre en place des choses. Voilà. Mais moi, au moins, je suis obligé de faire attention, oui, bien sûr. Et alors justement, toute cette partie réseaux sociaux, on peut en parler un petit peu. C'est vrai que quand tu cours vite, on te demande aussi d'être un bon communicant. Que ce soit à l'oral, faut savoir je sais pas, t'exprimer. Déjà rien que sur un podium, tu vois, quand tu arrives sur un podium, on te tend le micro tout de suite, tu dois sortir les bons mots. C'est pas toujours simple. C'est quelque chose que vous avez appris sur au fil du temps. C'est quelque chose qui vous déplaît. Comment vous vivez cette partie-là? Parce que ça fait partie du job, quoi. Bah effectivement, moi je considère que c'est un peu le revers de la médaille. Je vais pas dire que ça me déplaît. Après, j'aime bien. Moi, je suis quand même quelqu'un d'assez social. C'est vrai qu'en même temps un micro après une arrivée, il faut même quand tu as un micro là sur un podcast, il faut avoir un petit peu de temps parce que je suis un peu bavarde. Et alors après une arrivée, c'est encore pire parce qu'on a on a toutes les endorphines et voilà. Moi, ça me fait beaucoup parler. J'aime bien. Après les réseaux sociaux, je pense qu'il faut savoir. Il faut être actif, il faut ça parce que on a des partenaires, les partenaires moi j'ai quand même la chance que mon partenaire principal Evadic me demande franchement il me demande quasiment rien, mais bon c'est quand même en toute logique que c'est quand même intéressant pour eux et pour les autres partenaires d'être un petit peu actifs sur les réseaux et voilà, donc je pense qu'il faut savoir s'en servir, mais à bon escient et pas plonger là-dedans. Donc ce que je fais pour essayer de bien me détacher, mais je sais que c'est pas facile et de toute façon les réseaux sociaux, hein, c'est pour moi c'est comme une drogue, hein, on peut vite en être dépendant. Donc c'est vraiment d'essayer de passer un minimum de temps, de mettre des articles, mais des publications, des choses comme ça. Et puis après pas de rentrer dans qu'est-ce que font les autres, comment ils se sont entraînés, qu'est-ce qu'ils mettent, parce que là en fait on peut vite tomber dans la comparaison et là on peut se poser beaucoup de questions, etc. C'est aussi essayer de prendre ce qu'il y a de bon parce qu'en fait plus
c'est bien d'avoir des personnes, enfin, plus on est suivi, plus on aura des commentaires, mais en fait, on aura des commentaires qui soient négatifs, enfin, positifs ou négatifs. Et moi, c'est vrai que avant ça, j'avais quand même souvent que des commentaires positifs. Et là, oui, bah, plus on devient un petit peu, on a un peu de notoriété, bah, plus, bien sûr, il y a aussi, on va dire, les rageux, comme on les appelle. Et puis ça, il faut savoir pas trop s'attarder dessus. Dire bon, allez, de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Il y a une personne qui dit ça, ne pas répondre, ne pas rétorquer, parce qu'en fait, ça, c'est exactement ce que recherchent les rageux, c'est que derrière, on réponde et du coup, ça fasse mousser la mayonnaise là, non, remonter la mayonnaise, je sais c'est quoi, mousser la bière, faire monter la mayonnaise, je crois que c'est ça l'expression, et ils attendent que ça. Donc en fait, il faut rester actif et regarder un petit peu les choses de l'extérieur, mais pas rentrer trop dans les réseaux sociaux parce que là, ça peut devenir vraiment vraiment mauvais. Et voilà, moi, pour la petite anecdote, c'est vrai que j'ai remarqué qu'en début d'année, bah, je passais peut-être un peu de temps à regarder ce que faisaient les autres et j'avais l'impression d'en faire moins que tout le monde et ça me mettait ça me faisait douter. Et en fait, ça c'est très mauvais parce que peut-être si j'en fais moins que tout le monde, mais que ça marche quand même, c'est qu'en fait, moi, j'ai pas le passif de celui qui a fait du sport depuis tout petit, puis qui peut courir 2 fois plus que ce que je fais. En fait, chacun est tellement différent qu'on peut pas se comparer. Et voilà, le problème des réseaux sociaux, c'est d'avoir envie de se comparer et ça, il faut pas. Donc c'est bien, c'est un très bon outil, mais il faut savoir s'en servir à bon escient. Ouais. Et tu passes combien de temps, en gros, tu dirais, sur les réseaux? Combien je passe de temps? Ouais, en gros, ouais, pour avoir une idée de tes moments de idée. Il faudrait que j'ai l'application. Non, clairement, je pense que ça va. Alors après, si on met tous les réseaux, mais non, je sais pas. En tout cas, je regarde beaucoup de documentaires et je voyais que chez le français moyen, c'est 3 ou 4 heures. Non, moi, je pense que je dois être peut-être à la moitié, 1 heure et demie. Ce qui est déjà énorme, je trouve, quand même, par jour. D'accord, parce que est-ce que vous n'avez pas l'impression finalement que tu sais, plus ça va à notre époque avec les réseaux, parce qu'on parle des réseaux, plus tu es communicant sur les réseaux, plus tu arrives à transmettre une image, celle que tu veux. Plus tu es communicant, plus tu es aidé aussi. Plus tu as tes partenaires qui t'aident ou d'autres partenaires qui arrivent, moins tu es communicant et plus tu perds un peu ces aides que tu pourrais avoir. Est-ce que c'est pas un peu au détriment finalement juste du sport, du haut niveau, quoi, parce que logiquement, ça ne devrait pas intervenir dans les performances ou autre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors après, je trouve que c'est très typique, comme je dis, du trail parce que j'ai l'impression, j'ai quand même l'impression que dans d'autres sports, soit on n'en demande pas autant, soit effectivement quand ils arrivent à un certain niveau. Bon, tu vois, par exemple, si tu veux vraiment citer, effectivement, je fais peut-être partie des meilleures françaises de ma discipline, mais on va parler à niveau égal. Je sais pas, je veux pas te parler du foot parce que ça c'est encore un autre problème, mais je sais pas, par exemple, à niveau égal en cyclisme ou en VTT ou en natation, etc. Je pense pas que ce soit eux qui gèrent leur réseau. Donc c'est vrai qu'on Ouais, a exactement. encore donc oui, comme tu dis, ça. Maintenant, le problème, c'est que on demande, si on veut être athlète élite de haut niveau et qu'on veut en gagner sa vie, donc pour moi, il y a une différence entre élite, haut niveau ou professionnel. Mais en tout cas, si on veut être un athlète professionnel en trail de nos jours, il faut pas savoir, comme tu dis, que courir vite, il faut savoir être bon sur les réseaux. Et ça, c'est embêtant parce que pour certains, ils arrivent à se détacher, mais c'est dur parce que les réseaux, on est tous, je pense que nous 6 là, et puis tous les auditeurs sont d'accord. C'est difficile de pas prendre à cœur ce qui se dit sur les réseaux, de pas aller regarder ce que fait les autres, de pas passer une fois qu'on allume un réseau social, on a juste envie de regarder un truc. Puis des fois on ouvre le téléphone, on va dessus, on sait même pas pourquoi, c'est instinctif. Et puis du coup on y passe 10 minutes, ça y est, c'est déjà 10 minutes de perdu. Donc oui, pour moi c'est néfaste ça va pas en lien avec la performance. Ça va pas en lien avec la quête de la performance. Par contre, ça va en lien avec le côté du professionnel de l'athlète si on veut être professionnel. Voilà. Mais Ouais, c'est à intégrer dans la community vie. manager, c'est un vrai métier, c'est un métier à plein temps et oui. puis, athlète de très haut niveau aussi. Comment tu gères ça, toi, Beignat?
Mais moi, j'ai beaucoup de chance puisque j'ai des amis intimes et ma famille qui m'accompagnent pour gérer ça. Parce que c'est pas un scoop, mais j'étais vraiment pas doué pour cette partie-là. Mais c'est très important aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très important. Déjà, premièrement, pour les personnes qui peuvent t'accompagner. Donc, quand je dis les personnes, c'est la partie sponsoring qui t'accompagne. C'est tout à fait normal qu'en retour, on les mette à eux aussi également en valeur. Et les réseaux sociaux, aujourd'hui, je pense que pour nous, dans un sport individuel comme on le pratique, il n'y a que ce moyen-là pour les mettre en valeur. Donc, c'est très bien. C'est vraiment très bien. Parce que comme l'a dit Blandine, on n'est pas dans des sports co ou quoi que ce soit, où c'est des personnes qui gèrent toute la communication, toute la visibilité. Nous, notre sport encore, oui, elle a très bien dit, il est encore jeune. C'est à nous de s'occuper de tout ça. Et grâce à ça, c'est quand même une belle vitrine. Donc moi, voilà, comme je vous l'ai dit, heureusement qu'ils sont là, tous, parce qu'ils m'accompagnent. Et ensuite, je pense aussi que ce qui est très, très important, et je m'en suis rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, voilà, Blandine, Beignat et plein d'autres athlètes qui peuvent être élites, on donne de la, je sais pas si c'est dire de la passion ou même ou de l'admiration à des trailers, à plein de trailers, et ils sont intéressés de voir comment nous fonctionnons ou comment nous mettons des choses en place pour arriver à faire ce qu'on fait et tout ça. Donc, je pense que c'est important aussi. Tu n'es pas là pour raconter ta vie de A à Z. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Tu ne vas pas dire je vais aux toilettes à telle heure. Ça, je ne suis pas du tout pour ça. Mais par contre, c'est quand même intéressant de communiquer sur comment tu fais certaines choses. Aujourd'hui, j'ai fait ça comme entraînement ou j'ai été faire telle chose. Je pense que, ouais, c'est important. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens, voire quasiment tout le monde, vit avec ça. Donc, quand tu donnes ou que des gens peuvent s'identifier à toi, je pense qu'en retour, c'est bien de leur donner un petit peu de toi. C'est pas grand-chose, mais moi, je vois quand tous les messages qu'on peut recevoir, nous, les athlètes élites, d'encouragement, de félicitations. Je reçois des messages de personnes, bien évidemment, que je ne connais pas, mais quand on voit les mots qui sont employés par ces gens-là, comment ça peut me toucher, mais vraiment au plus profond de moi-même, je me dis, mais mon Dieu, il y a quand même des gens qui sont vraiment respectables et vraiment de belles personnes, tu vois, parce que des beaux parleurs, il y en a partout, il y en a toujours eu, ça existe, ça existera, mais il y en a quand ils t'écrivent des choses, je peux te dire que c'est facile, derrière un écran, oui, tu peux écrire des conneries, tu peux dire n'importe quoi, mais quand même, il y a beaucoup de choses, tu sens de la sincérité, et rien que pour ça, par respect pour ces gens-là, je trouve que les réseaux sociaux, oui, c'est un super moyen. Et pourtant, je vous le dis, comme je vous le dis, je n'étais pas très bon, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est important. Et je pense que, voilà, en m'entourant et en me faisant aider des personnes que je vous ai dit, voilà, je me suis, entre guillemets, amélioré sur ce sujet-là. Et enfin, voilà, sur ce point-là. Et oui, c'est capital. C'est vrai que moi je trouve que tu as fait d'énormes progrès. En tout cas, ta page Facebook, Instagram, tout ça, c'est très bien tenu. Il y a même une cagnotte Ulule qui est maintenant en cours si on veut soutenir Beignat dans tous ses projets. Je mettrai le lien dans la description de tout ça si jamais ça vous dit. Non, mais tu as un très beau site aussi, très beau site internet. Enfin voilà, c'est vrai que ça se voit que tu es bien entouré pour gérer ces sujets-là en tout cas. Mais ça, il faut dire je dis un grand merci à tous mes chéris là, ils se reconnaissent, donc et je les embrasse très très fort et je les aime, mais voilà, c'est grâce à eux tout ça.
On est déjà à plus d'une demi-heure. On essaye de rester dans notre timing, contrairement à la dernière fois. Stéphane, qu'est-ce que ça t'inspire un petit peu, tout ce que tu as entendu en termes de charge pour les athlètes? Comment est-ce que finalement, toi, en tant que médecin de l'équipe de France de trail, mais pas que, tu peux gérer ça aussi et protéger les athlètes? Ouais, en fait, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Tout ce qu'a raconté Blandine, en fait, c'est vraiment ce qu'on retrouve, et Beignat, c'est pareil. Moi, les athlètes, je les vois tous en entretien individuel sur le stage et on essaye de brosser l'ensemble des facteurs de performance ou de contre-performance. Donc, on essaye de discuter des blessures, des maladies, de comment ils vivent, comment ils travaillent, comment ils s'entraînent. Et finalement, c'est ce que vous avez dit tous les deux, c'est que être athlète de très haut niveau, bah, c'est un vrai boulot. Donc, il y a difficilement de la place pour un autre boulot, mais malheureusement, bon nombre d'entre eux ont un vrai autre boulot. La plupart sont profs, et finalement, c'est peut-être ce qui permet d'avoir à la fois un rythme et à la fois du temps pour pouvoir s'entraîner. Et après, tous sont confrontés aux difficultés d'être à la fois sur les réseaux pour exister vis-à-vis des partenaires, pour exister tout simplement pour montrer ses performances, et aussi, comme tu dis, Beignat, pour être à la fois source d'inspiration et être dans sa communauté. Donc ça prend beaucoup de temps. Et finalement, la gestion du temps, elle est archi compliquée. Et je pense que ceux qui arrivent à la fois à performer et à tenir dans la durée sont ceux qui moi je prends toujours cet exemple d'une sorte d'ingénieur du son qui devant lui a plein de petits curseurs, et c'est quand tous les curseurs sont à la fois à haut niveau et à la fois au bon niveau. Parce que pousser un curseur à haut niveau, comme a dit Blandine, c'est faisable. On peut être à fond sur de l'entraînement, on peut faire 15, 20, 30 heures par semaine, ça va passer. Mais à un moment donné, si ce curseur-là, il est là, les autres curseurs, ils vont pas pouvoir suivre. Et puis, ça ne tiendra pas dans la durée. Donc, je pense qu'être athlète de haut niveau, c'est ce que disait Philippe Propage aussi, c'est tous les piliers de la vie perso, la vie pro, la vie, bien sûr, sportive, tous les piliers doivent être dans l'équilibre et dans la performance. Et c'est cette alchimie-là qui est très difficile à trouver, à concilier, et je dirais même à faire durer. Parce que des athlètes comètes, on en a tous vu, comme une comète qui passe, une performance inouïe, et puis ça ne dure pas en fait. Parce que peut-être derrière, certains piliers n'ont pas tenu. Donc voilà. Et dans tout ça, après, moi, je replace toujours la médecine et finalement la machine, le corps humain, comment le corps humain va physiquement, mentalement, physiologiquement vivre au milieu de tout ce stress, tout ce qu'on lui impose, quoi. Et donc c'est pour ça que je leur conseille à tous déjà d'être suivis par un médecin proche d'eux, et puis au-delà du médecin, d'avoir le kiné, l'ostéo, le podologue, le nutritionniste, et bien évidemment, et alors ça c'est une évolution sur les dernières années, comme a dit Beignat, on va dire le préparateur mental ou le soutien psychologique, celui qu'on veut, mais en tout cas celui qui va permettre de trouver l'équilibre psy, quoi, au milieu de tout ça. Mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Et la blessure, elle arrive finalement quand les curseurs sont pas alignés et qu'il y en a un qui est trop haut, un qui est trop bas, la famille délaissée, l'enfant malade, le boulot où ça se passe pas bien, le surentraînement parce que la charge elle a été trop forte. Voilà, rien n'arrive par hasard finalement. C'est ma vision en tout cas. C'est vrai que ça résonne un petit peu dans ce qu'on est un petit peu tous dans la recherche de l'équilibre, et trouver cet équilibre-là, ça passe par des apprentissages, des erreurs aussi, et puis en espérant qu'il ne soit pas trop important ces erreurs quand même. On va passer à notre autre sujet. Si vous voulez rester, Blandine et Beignat, dites-nous déjà quel est votre lien, vous, avec la chaleur. Il doit faire chaud là chez toi en ce moment, Beignat. Comment est-ce que tu gères ça, toi? T'aimes bien? T'es pas trop fan? Tu vis ça comment, l'entraînement par forte chaleur et même les compétitions?